Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Gaïa Méditation. Je suis Stéphane, je suis heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Alors, bienvenue encore une fois à tous les habitués. Je vois tous les habitués, je vois Sandrine Gauthier, salut Sandrine. Alors d'autres habitués, j'en vois pas d'autres peut-être. En tout cas, bienvenue à tous les nouveaux, vous êtes bienvenus sur Gaïa Méditation. Le thème de ce soir, ça va être développer vos facultés de guérison. Et pour cette émission, nous allons accueillir le célèbre médium Jean Didier. Bonsoir. Salut Jean Didier, comment ça va ? Eh ben écoute, ça va très bien. Je suis très content d'être avec toi pour cette émission. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors peut-être que vous connaissez Jean Didier, on l'a vu partout, on va dire. Depuis les années 90, sur TF1 dans les missions mystères, t'es passé sur toutes les chaînes. Hein. M6, Oui. TMC, Énergie 12, C8 récemment, dans l'émission de Cyril Hanouna, sur toutes les radios. Non, pas toutes les radios, mais en tout cas, plein de grandes radios, on va dire. Fun Radio, dans la presse. Et voilà, donc vous le connaissez certainement, et si vous le connaissez pas, eh bien vous allez le découvrir. Nous allons parler un petit peu de son parcours, comment il en est venu à devenir médium, et puis on va parler précisément de son livre, de son dernier livre, enfin pas son dernier livre, mais un de ses derniers livres, Développer vos facultés de guérison, qu'on peut éventuellement afficher à l'écran, voilà. D'ailleurs, on voit tous tes livres, le pouvoir magique des cristaux, enfin les 3 derniers livres, on va dire le pouvoir magique des pierres et des cristaux, développer vos facultés de guérison et la magie au quotidien. Voilà. Tout à fait. Ouais. Donc le pouvoir magique des pierres et des cristaux aux éditions Le Lotus et l'éléphant,
Développer vos facultés de guérison aux éditions Bussière et La magie au quotidien aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Vous avez les liens de ces livres dans la description sous la vidéo. Donc voilà, si ça vous intéresse de vous les procurer. En tout cas, on va en parler ce soir. Ça va nous servir de support pour cette émission sur le thème de la guérison. Alors, évidemment, un petit avertissement au début de cette vidéo. Évidemment. Tout ce dont on va parler ce soir, évidemment, ça ne vous empêche pas de suivre votre traitement médical. Si vous avez des prescriptions, etc., continuez votre traitement. Évidemment, ce sont des informations alternatives qu'on vous propose ce soir. N'est-ce pas, Jean-Didier? Tout à fait, oui, oui, c'est important de le dire parce que il ne faut jamais, sous prétexte que l'on commence un traitement, comme tu le disais, dérivatif, arrêter un traitement médical et puis surtout ne jamais arrêter non plus de consulter pour avoir une prescription ou un avis médical. Ça reste très important parce que ça fait partie des choses qui nous sont au quotidien très importantes pour pouvoir être en bonne santé. Eh oui, en effet. Alors Jean-Didier, tu es médium, je disais tout à l'heure, médium voyant, magnétiseur, guérisseur. Tu t'intéresses aussi à l'astrologie, donc à tout un tas, on va dire, de sciences, enfin tout ce qui est un peu dans l'occulte, on peut dire. Et comment tu en es arrivé finalement à tout ça? Est-ce que dans ta famille, il y avait des prédispositions à ça? En fait, je sais que dans ton enfance, il y a eu un événement en particulier qui a été le déclencheur, mais est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu finalement de ton enfance? Est-ce que tu étais un garçon normal, on va dire, standard, un peu passe-partout? Ou est-ce que déjà tu avais des prédispositions avant cet événement marquant? Alors, il faut savoir qu'on devient souvent médium à la suite d'un choc émotionnel ou d'un choc affectif ou quelque chose en tout cas qui nous bouscule et qui nous fait aller un petit peu dans nos retranchements pour faire ressortir notre intuition et développer des capacités qui peuvent être médiumniques ou autres. C'est un petit peu comme ça que ça s'est passé pour moi. Tout en sachant que moi, j'ai vécu une période un peu compliquée parce que mon père était militaire de carrière et on s'est retrouvé un peu partout en France et à l'étranger. Et au cours d'un séjour à Dakar, au Sénégal, ma maman est tombée malade et a dû être rapatriée pour être soignée. Et on m'a placé dans une famille d'accueil, en fin de compte. Et dans cette famille d'accueil, il y avait une dame qui tirait des cartes. Et du coup, ça a été mon premier contact à l'âge de 13 ans, tu vois, c'était donc déjà très très jeune. Et comme j'étais un enfant, comme on peut dire, hypersensible, très à l'écoute et très sensibilisé par beaucoup de choses, et très souvent dans l'émotionnel, justement, ça m'a perturbé et ça m'a inquiété à la fois, mais aussi attiré, le fait de voir quelqu'un autour de moi et à côté de moi qui tirait des cartes et qui me disait des choses qui se réalisaient en plus. Et quand on a 13 ans, alors je ne sais pas si c'est de l'influence ou si c'est quelque chose qui fait partie de son parcours de vie, mais en tout cas, ça m'a pas laissé indifférent. Il s'avère que quelques années après, on est rentré en France et en fin de compte, cette hypersensibilité qui était présente en moi s'est développée à ressentir, à capter des choses, à scanner un petit peu les gens. Et effectivement, comme tu le disais, il y a eu quelque chose d'un petit peu dramatique qui s'est passé dans ma famille puisque j'ai perdu ma maman et j'ai capté et j'ai ressenti effectivement toutes ces choses-là au moment où ça s'est passé et des flashs se sont mis en place à l'âge de 15 ans. Alors, imagine bien qu'à l'âge de 15 ans, on est un peu aussi perplexe par rapport à ce qui se passe, ce qu'on capte et ce qu'on ressent. Moi, j'avais aussi l'impression que tous mes petits camarades de mon âge pouvaient avoir les mêmes facultés que moi, parce que je pensais que tout le monde était doté de ces capacités. Et c'est en discutant avec mes camarades que je me suis aperçu que, en fin de compte, j'étais un enfant un petit peu à part, quoi. Donc voilà, ça a commencé comme ça. Oui, tu leur parlais un petit peu de tes flashs ou ce que tu pouvais percevoir. Et qu'est-ce qu'ils te Oui, disaient à ce oui. moment-là
Il se moquait Eh de ben, toi ou? moi, quand je captais ou quand je ressentais quelque chose, je me disais, ah bah, tu vois la même chose que moi, tu ressens la même chose que moi. Je me dis, ah bah non, pas du tout. Moi, je suis complètement indifférent de ça et moi, je comprends pas d'ailleurs que toi, tu puisses ressentir ou voir ces choses-là. En fin de compte, on n'est pas formé à cet âge-là par rapport à ça et même bien plus tard. Hein, c'est pas des choses qu'on nous apprend à l'enseignement et à l'école ou autre. Donc, c'est un petit peu moi ce que j'appelle l'école de la vie, quoi. Et dans cette école de la vie, eh bien, on apprend à développer ses capacités, son intuition. Et le fait, effectivement, d'être un enfant hypersensible a aidé à faire émerger, en tout cas, cette capacité à capter des choses et à ressentir les choses et à devenir médium. Mmh. Et est-ce qu'il y avait, comment dire, dans ta famille, des personnes qui étaient déjà médiums ou Pas pas du du tout, tout? Pas du tout? pas Tu du tout. es le Moi, numéro je 1? suis un Oui, oui, moi, je suis le 1er de la famille qui ressort. Alors si j'ai une cousine qui fait un peu de radiesthésie et Mmh. qui détecte des sources, avec des baguettes, Mmh. mais elle n'a pas de capacité médiumnique. Donc moi, je suis vraiment on ne sait pas pourquoi, parce que c'est vrai que généralement, ça suit, différentes générations, et moi, je suis le 1er, en tout cas à être, comme ça, avec ses capacités et qui sont effectivement des choses qui ont surpris d'ailleurs tout le monde, puisque effectivement, comme une personne de la famille n'avait ces capacités, on s'est demandé un petit peu où j'allais chercher ça, quoi. Mmh. Et t'avais des frères et sœurs ou? Oui, j'ai un frère qui a 8 ans, un peu plus de 8 ans plus que moi, mais qui n'est pas du tout, sensible à ce genre de choses. Mes parents, grands-parents, arrière-grands-parents n'étaient pas du tout dans ce domaine-là. Non, non, moi je suis vraiment l'exception qui confirme la règle. Ouais, donc bon, tu as dû te faire tout seul, je dirais. Donc, Oui. en plus, à l'âge de 15 ans, comme ta mère, donc, voilà, décède, tu es obligé, en fait, en tout cas, je sais pas, qu'est-ce qui fait que tu quittes l'école? C'est toi-même qui décides ou tu es poussé peut-être à, Alors, il à y a quitter plusieurs rapidement? facteurs. Il y a plusieurs facteurs, comme je te l'expliquais. Mmh. Mon papa était militaire de carrière Mmh. et pendant sa carrière, on a dû déménager 21 fois ou 22 fois. C'est pour te dire que, pour ainsi dire, tous Mmh. les ans, je changeais d'école. Donc, j'ai Ouais. eu beaucoup de mal à avoir une scolarité normale et intéressante. En plus, après, on s'est retrouvé en Afrique et c'était il y a maintenant très longtemps, hein, puisque tu vois, aujourd'hui, j'ai 65 ans. Donc, à cette époque-là, c'était très compliqué de suivre une scolarité. Et quand on est revenu en France, j'ai perdu complètement pied. Et puis, je n'arrivais plus du tout à suivre une scolarité normale, si tu veux. Donc, j'ai demandé à mon père de me faire sortir de l'école, puisque l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Et donc, on a fait une dérogation. Et avec cette dérogation, j'ai réussi à sortir de l'école et partir en apprentissage dans la restauration. Mmh. Donc voilà. Donc voilà, bon bah le parcours en tout cas, tu as dû voilà, rentrer dans la vie active assez Très rapidement jeune, parce que très voilà, jeune, ouais. ça forcément, il y a des événements comme ça qui nous poussent. Mais finalement, c'était évidemment par la suite aujourd'hui quand tu regardes en arrière, dans le passé évidemment, tout a une raison et puis ben, je pense que tous ces éléments t'ont permis de grandir et d'être la personne que tu es aujourd'hui avec cette perception en tout cas des choses. Donc, la médiumnité, la voyance, le magnétisme, Ouais. magnétiseur, est-ce que du coup, ces facultés, donc, est-ce que tu as appris ces choses-là? Comment t'en es venu en fait finalement à t'intéresser un peu plus à tout ce qui est technique de guérison, méthode de guérison? Qu'est-ce qui t'a inspiré là-dedans? Est-ce que naturellement tu avais ces capacités? Alors moi, en étant enfant, très, sensible, j'avais, toujours les mains, très chaudes, voire bouillantes et j'avais une énergie qui était, assez, débordante et j'étais intrigué par cette, énergie qui me poussait, qui me bousculait et donc j'ai commencé à cet âge-là, à me documenter un petit peu entre 15 ans et 18 ans, sur tous les livres. Alors il faut savoir qu'à cette époque, c'était il y a
a plus de 30 ans, et même 40 ans en arrière, il n'y avait pas toute la lecture qu'on a aujourd'hui et tous les bouquins qui peuvent nous permettre de mieux comprendre, assimiler, et puis des émissions comme les tiennes qui nous donnent des conseils et qui nous guident. Donc c'était beaucoup plus complexe à cette époque-là. Donc moi j'ai vécu des expériences personnelles où en fin de compte, j'ai fait du magnétisme sans me rendre compte et sans le savoir, comme beaucoup de gens d'ailleurs, hein, qui magnétisent des fois et s'en rendent pas compte. Moi, c'est un peu ce qui s'est passé pour moi. Et après, j'ai, avec différents ouvrages, commencé à pratiquer. Alors, tu sais, ça commence toujours par ce que font beaucoup de gens qui essaient de développer leur magnétisme, c'est-à-dire qu'on commence à momifier des citrons, des oranges, c'est de grands classiques. Après, on travaille sur des animaux. À l'époque, moi, j'avais un chien et j'endormais le chien et il adorait ça. Quand je l'appelais et que je lui faisais des passes magnétiques pour le décontracter, le relaxer, en fin de compte, il s'endormait très, très, très rapidement. Et donc, je me suis aperçu que j'avais cette capacité en moi et cette possibilité de guérir, de soigner ou d'apaiser en tout cas les personnes. Et puis, je me suis rendu compte très vite aussi que beaucoup de gens autour de moi me disaient, mais le simple fait de vous entendre ou d'écouter votre voix, vous avez quelque chose dans la voix qui est très magnétique et qui est quelque chose qui permet de se décontracter, de se relaxer, de se détendre. Et ça s'est prouvé par la suite parce que quand j'ai commencé à consulter après, les gens que j'avais très régulièrement en face de moi ou au téléphone me disaient mais rien que le fait de vous entendre, on va déjà beaucoup mieux. Donc c'était très très marrant. Bon, bah, on va tous mieux là dans le chat. Est-ce que Jean Didier, il nous apaise pas? Bien sûr que si. Et oui, les amis. Nous avons ce soir Jean Didier, les amis, pour ceux qui nous rejoignent, le médium Jean Didier, le célèbre médium Jean Didier, avec nous ce soir. Il nous a parlé un petit peu de comment il en est venu à développer la médiumnité. Donc, il nous parle un petit peu là du magnétisme qu'il avait. Et du coup, ce magnétisme, est-ce qu'on a tous du magnétisme? Est-ce qu'on peut finalement tous devenir magnétiseurs? Alors, le magnétisme, c'est un peu comme l'intuition, c'est-à-dire qu'on est tous à la base avec une dose, j'allais dire, importante ou une capacité médiumnique qui est en nous, qui se développe et qui se déclenche, comme je le disais tout à l'heure, souvent à la suite d'un choc émotionnel, ça peut être aussi à la suite d'un coma, ça arrive très souvent que des gens se réveillent avec des capacités pour guérir, pour soigner ou pour prédire l'avenir. Ça peut être aussi à la suite d'un problème de santé assez important. Souvent aussi, les gens qui font des burn-out ou qui font des dépressions nerveuses ressortent avec ce type de capacité. Et puis, il faut savoir que de toute façon, on est tous pourvus de magnétisme. Seulement, tout le monde n'a pas cette même capacité et n'a pas ce même dosage, entre guillemets, puisque tout le monde est fait différemment, d'une constitution différente, avec des énergies différentes, avec une façon de voir la vie et des choses aussi différemment, et avec une spiritualité aussi différente. Donc tout ça rentre en ligne de compte, et en fin de compte, ce qui est important, c'est qu'il faut savoir que le magnétisme, comme l'intuition, c'est quelque chose qui se développe et qui se travaille. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait ce livre pour expliquer aux gens que nous avons tous ces capacités, qu'on peut les développer et qu'on a autour de nous aussi tout un tas de choses qui peuvent nous aider à développer tout ça. Par exemple, quand on parle de l'intuition, on sait très bien maintenant que quand on utilise le tarot de Marseille, par exemple, c'est un outil qui permet de développer l'intuition et qui permet de déclencher des flashs. Quand on travaille maintenant avec, par exemple, des huiles essentielles au niveau de la guérison ou avec des pierres et des cristaux, on sait très bien que c'est aussi quelque chose qui va amplifier ce que l'on va faire au niveau de l'action de la guérison. Mmh. Oui, donc oui, les pierres, les cristaux, tu parles de tout ça d'ailleurs dans ton livre, hein. Oui. Développer vos facultés de guérison, les pierres, les cristaux, tu parles du pouvoir des couleurs, les postures de yoga,
tu nous parles aussi de prière, les lieux sacrés. Donc voilà, je te donne un petit peu un aperçu du livre de Jean Didier qui est très bien fait, hein, avec tout un tas de méthodes, pas mal d'astuces pour pouvoir développer un petit peu vos diverses facultés de guérison. Et donc, notamment sur le magnétisme, donc tu expliques comment développer le magnétisme et tu nous parles. Est-ce qu'on peut donner quelques conseils pour toutes les personnes qui ont du magnétisme et qui se demandent véritablement comment ça fonctionne? Il y a le principe des polarités. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu du principe des polarités? Déjà, je pense que c'est Alors, quelque chose d'important au niveau du magnétisme. tout à fait, oui. Il faut savoir qu'il y a des polarités qui sont à respecter. Ça, par contre, je peux pas les expliquer comme ça oralement parce que c'est compliqué. Il faut avoir un schéma et regarder sur ce schéma comment sont constituées les polarités sur le corps humain. On peut le mettre à Oui, l'écran peut-être. J'avais mis... oui. Voilà. voilà. Donc, on voit tout de suite qu'il y a un côté, un pôle négatif et un pôle positif et un pôle négatif. Et en fin de compte, il faut travailler selon ces polarités pour pouvoir magnétiser. Tu sais que le corps, comme quand on soigne et quand on essaye d'apporter du bien-être ou des soins sur une personne, on va soit accélérer un processus pour donner plus d'énergie à quelqu'un, par exemple, qui manque d'énergie, qui est en faiblesse, ou quelqu'un qui est, par exemple, trop excité ou énervé, on va faire l'inverse, on va baisser les énergies et on va les réguler pour que tout ça puisse rentrer dans l'ordre. C'est ce qu'on appelle aligner les gens et aligner leur polarité. Donc ça, c'est un des schémas qui se trouve dans le livre. Les mains ont une polarité, les pieds, les jambes, la tête, on voit que tout ça a des polarités bien spécifiques en négatif ou en positif. Donc après, à partir de là, il faut savoir que en magnétisme, on scanne un petit peu le corps humain d'une personne qui est en face de nous et on va voir si on ressent du chaud ou du froid. À partir de ce moment-là, on va savoir s'il faut rajouter effectivement de l'énergie ou s'il faut en enlever. Et puis on va travailler. Alors là, c'est pas sur ce schéma-là, mais sur un autre schéma. Il y a ce qu'on appelle le corps éthérique. Le corps éthérique, c'est le corps, ce qui est le premier corps qui est autour du corps physique. C'est-à-dire que ce premier corps, il est très important puisqu'il est toujours atteint en premier avant le corps physique. C'est-à-dire que ton corps physique, il est malade qu'à partir du moment où ton corps éthérique a un problème. Donc, le magnétiseur, lui, en particularité, il va travailler sur le corps éthérique et on va faire ce qu'on appelle reboucher un petit peu les trous qui sont dans le corps éthérique pour que après le corps physique puisse lui guérir. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Ouais. Bah, moi, en tout Voilà, cas, je comprends. J'espère que vous, dans le chat, vous suivez aussi. voilà. Évidemment, Jean-Didier a l'habitude, hein, ça fait des années qu'il pratique. On a vu juste avant donc le schéma avec les polarités plus et moins. Ce schéma est disponible donc dans le livre de Jean-Didier. Hein, il vous explique vraiment clairement comment tout fonctionne. On va dire que globalement, on pourrait dire que le côté droit, c'est plus le côté actif qui Oui, envoie et le côté voilà, gauche qui reçoit, exactement. globalement. Globalement, c'est ça. Mhm. Et donc, on va travailler en fonction de, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on a à apporter en plus ou à enlever, parce qu'en fin de compte, on temporise tout simplement au niveau du magnétisme. Par exemple, il y a un exercice qui est très simple au niveau de la chaleur. Je parlais du chaud et du froid. Il faut savoir que pendant très longtemps, les magnétiseurs utilisaient le souffle. Et maintenant, dans certaines thérapies, d'ailleurs, on utilise encore beaucoup le souffle. Et on a un exercice qui est très simple, c'est que quand on souffle tout à fait naturellement, si on met sa main devant sa bouche en soufflant, on va sentir du froid. Par contre, si on met la bouche en forme de O et qu'on va souffler avec la gorge, et on souffle devant sa main, vous pouvez faire l'exercice chez vous si vous nous regardez, vous allez voir que c'est très simple. Vous allez passer du froid au chaud. Mhm. Est-ce que tu vois la différence? Mhm. Donc en Voilà. soufflant simplement plus la bouche fermée ou ouverte, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire Mhm. que si tu souffles naturellement avec la bouche fermée, en soufflant, tout simplement en soufflant, c'est froid. Ouais, Par contre, si tu mets la bouche en forme de O et que ouais. tu souffles avec la gorge, là, ça devient chaud.
Voilà. Donc ça, c'est déjà une chose qui nous prouve qu'on a la capacité, avec son souffle, d'utiliser du magnétisme, soit pour calmer quelque chose qui est enflammé. Donc si c'est enflammé, ben, il va falloir calmer, donc il va falloir mettre du froid dessus. Donc on peut le faire avec la respiration froide. Et si c'est l'inverse, qu'il faut réchauffer quelque chose qui est trop froid, on va le faire avec du chaud. Donc ça, c'est vraiment un des premiers exercices que l'on utilise au niveau du magnétisme. Mmh. Et du coup, tu disais que tu scannes le corps. Pardon. Tu scannes le corps et donc, Oui, toi, tu scannes comment? Donc évidemment, tu es médium, tu es voyant aussi, mais c'est la globalement médiumnité. C'est la voilà. médiumnité. Voilà. Alors moi, le Ouais. gros avantage que j'ai effectivement, c'est on parlait aussi tout à l'heure un petit peu de tout ce qui touche l'astrologie. Et moi, j'énerve beaucoup les astrologues parce que quand je regarde un thème, en fin de compte, un thème, ça devient un support divinatoire. Donc, bien sûr, je connais les bases de l'astrologie avec les planètes, les positions des planètes, etc. Mais j'ai pas besoin de descendre dans un thème comme va faire un astrologue qui va mettre des heures à calculer, à savoir. Moi, en 2 minutes, je regarde un thème astral et le thème astral, ça devient mon support divinatoire. Mmh. Pour Oui. la guérison, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que moi, je regarde une personne et je vois à travers son corps, en fin de compte, l'impact qu'il peut y avoir sur un organe en particulier et je sais où il va falloir que je travaille. Ou simplement en passant la main. Mais tu sais que beaucoup de personnes même, qui travaillent et qui développent le magnétisme ou qui apprennent à magnétiser, font cet exercice de passer la main, c'est-à-dire sur la tête, le front, descendre sur, la poitrine, le ventre, les jambes et ressentir s'il y a des zones qui sont froides ou s'il y a des zones qui sont chaudes. Ça, c'est aussi ce qu'on appelle scanner le corps, tu vois? Mmh. On peut le faire de 2 façons. On peut le faire soit manuellement, c'est ce qu'on appelle le magnétisme animal, hein. Voilà, Mmh. ça s'appelle le magnétisme animal. Ou alors ça se fait simplement avec, la médiumnité, tout simplement. Mmh. Et quand on scanne, donc chaud-froid, donc ou la médiumnité comme tu l'as dit, on peut aussi éventuellement peut-être, ressentir s'il y a, comme un excès d'énergie à certains endroits, c'est-à-dire qu'on peut Exactement. ressentir que la main s'écarte ou qu'elle se rapproche. Exactement, Mmh. exactement. Les gens, quand on teste les corps énergétiques et surtout le corps éthérique, on arrive à avoir cette dimension et à savoir si c'est une aura qui est importante et qui dégage beaucoup d'énergie ou s'il y a de manque d'énergie et qui a besoin à ce moment-là effectivement de rebooster l'énergie de cette personne. Donc Mmh. ça, c'est le travail que l'on va faire un petit peu en magnétisme et qui est effectivement expliqué dans le livre. Alors, petite question comme ça, par rapport à toi, quand tu vas commencer une séance, est-ce que tu fais une prière? Est-ce que tu invoques, un certain voilà, certains êtres ou tu y vas direct? Alors, il y a toujours, le besoin de se protéger parce que ça, c'est important. Mmh. Moi, tu sais, pendant longtemps, j'ai commis, comme beaucoup de personnes, des erreurs de jeunesse. C'est-à-dire que je me préservais pas, je me protégeais pas beaucoup et il m'arrivait très souvent d'attraper, entre guillemets, les problèmes de santé de la personne. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois d'être dans une conférence. Une fois en particulier, je me suis assis à la table de conférence et il y avait une dame qui était juste devant moi. Et quand j'ai regardé cette dame, j'ai eu un pincement au cœur et une douleur très 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 violente au niveau du cœur. Et je me suis dit, c'est pas moi, c'est cette personne qui n'arrêtait pas de me fixer. Et en fin de compte, elle me fixait parce que elle avait une problématique bien particulière et elle pensait qu'elle venait pour régler ce problème et que j'allais l'aider par rapport à ça. Donc je me suis levé, je suis allé la voir et je lui ai dit, vous avez un problème au niveau du cœur? Elle me dit, oui, j'ai eu un triple pontage. Donc je lui ai dit, là, on va avoir un problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir rester pendant toute la conférence assise devant moi parce que moi, je capte trop cette énergie-là et c'est trop violent pour moi et j'étais pas assez non plus protégé ni préservé pour pouvoir faire ma conférence correctement. Et donc après, j'ai vu cette personne qui s'est décalée et on en a reparlé un petit peu plus tard. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi qu'entre médiums, on peut, dans son propre corps, ressentir
l'impact de la douleur d'une personne dans un organe bien précis. Ça fait partie du scan aussi, mais qui se fait des fois complètement naturellement sans avoir besoin de le chercher. Là, en l'occurrence, je ne l'ai pas cherché, c'est parce que cette personne s'est focalisée sur moi et que, en fin de compte, elle m'a un petit peu attrapé au passage dans ma médiumnité et que ça s'est passé de cette façon-là. Mais ça arrive très souvent pour les magnétiseurs qui scannent comme ça des gens et très souvent d'ailleurs il y a beaucoup de magnétiseurs qui disent moi je veux pas savoir quel est votre problème, je veux pas savoir pourquoi vous venez me voir, je veux voir tout seul si j'arrive à trouver quelle est votre problématique et à partir de là donc ils font ce scan. Ok, oui. Bon, bah voilà. Pour ceux qui sont médiums, tant mieux pour vous, voyants. Et puis, ben voilà, les autres, en tout Mais cas, vous ça se pouvez. travaille, ça se Oui, travaille, ça se ça se travaille. travaille. Voilà. Il faut pas se dire tant pis pour vous si vous n'êtes pas médium. Il faut dire que la médiumnité c'est quelque chose aujourd'hui. On sait que ça se travaille. C'est comme l'intuition, c'est comme le magnétisme. On a maintenant des bouquins qui sont bien faits pour ça. On a des livres qui nous donnent des enseignements. Il faut écouter des émissions comme les tiennes. Il faut aller à des conférences. Il faut se renseigner et il faut surtout faire un travail sur soi. À partir du moment où on fait ce travail sur soi, c'est important. Alors, je vais rebondir sur ce que tu m'as dit tout à fait au début avec ta première question de savoir si, quand je commençais à magnétiser, je me faisais des prières ou des choses comme ça. En fin de compte, moi, les prières, j'en ai mis quelques-unes dans ce livre, Développer vos facultés de guérison, qui sont des psaumes de David, parce que moi, je suis très attaché aux psaumes de David et on retrouve assez souvent des psaumes dans mes livres parce que je pense qu'il y a une puissance qui n'est plus à prouver aujourd'hui. Tu sais que les groupes de prière, ça existe depuis très longtemps, que beaucoup de groupes de prière ont réussi à faire vraiment des miracles. Et je me suis aperçu, en fin de compte, que la prière était un outil à notre service qui nous permettait d'amplifier des phénomènes de faculté de guérison. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'en mets dans ce livre, parce que je pense que quand on utilise la guérison, on apporte un plus à l'action que l'on va faire. Il faut savoir que de toute façon, la guérison, le magnétisme, les soins, tout ça, c'est quelque chose de très spirituel, quelque part au départ, et qu'il faut pas perdre ça de vue et qu'il faut travailler là-dessus. Donc, ce qui est important, c'est de demander avant de magnétiser quelqu'un, d'être protégé, d'être préservé et de ne pas avoir de problématiques particulières au moment où on va soigner et ne pas récupérer, entre guillemets, le mal de quelqu'un. Et pour ce faire, le plus important, c'est effectivement les prières traditionnelles de l'Église catholique, pour ceux qui sont catholiques, mais après, maintenant, pour les personnes qui sont d'autres confessions, ils peuvent utiliser aussi des prières. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Il y a des gens en magnétisme qui utilisent beaucoup des bougies aussi, hein, des cierges ou des bougies et qui font brûler une bougie. Ce qui est très important, surtout après d'avoir magnétisé et d'avoir soigné quelqu'un, c'est surtout de bien se laver les mains, toujours. Ça, c'est très important parce que ça fait partir un peu les miasmes, les énergies négatives et tout le reste. Et puis, purifier le lieu et l'endroit dans lequel on fait ce magnétisme pour qu'il se charge pas en énergie négative. Donc, il faut toujours nettoyer systématiquement après chaque séance pour faire partir un petit peu les choses. Alors, je vais rajouter quelque chose. C'est-à-dire que souvent, on me dit, oui, moi, je fais brûler de l'encens. Je dis, oui, mais comment vous faites brûler de l'encens? Alors, je prends un charbon ardent, je mets de l'encens dessus et j'en fume toute ma pièce. D'accord? Et vous faites quoi d'autre? Rien d'autre. Et vous ouvrez pas les fenêtres? Ah non, jamais. Et en fin de compte, c'est une grosse erreur. C'est-à-dire que on reste en vase clos. Et quand on veut purifier un endroit, effectivement, il faut l'enfumer, mais après, il faut ouvrir systématiquement les fenêtres pour laisser partir toutes les ondes négatives. Parce que si vous ouvrez pas les fenêtres,
eh ben, les ondes négatives, elles vont rester bloquées chez vous tranquillement, et c'est pas l'encens qui va régler le problème Mhm. si vous n'avez pas ouvert les fenêtres. Donc ça, c'est peut-être un petit peu bête, mais Mhm. c'est quelque chose qu'il faut savoir, parce que quand on le fait pas, on passe à côté du rituel entre guillemets de nettoyage Mhm. de son endroit. Donc avant de commencer, on passe les mains sous l'eau froide. En Voilà, finissant, on passe les mains sous l'eau froide. On voilà, nettoie son lieu avec voilà. de l'encens ou peut-être de la sauge. Qu'est-ce que tu Alors recommandes, sauge? la sauge blanche, oui, c'est très utilisé, mais après il y a de l'encens pontifical, par exemple, qui est très très bien Mhm. aussi. Après, on peut faire brûler du laurier aussi. Alors Mhm. du laurier aromatique, hein, pas du laurier d'ornement de jardin. Hein. Là aussi, c'est pareil, il faut pas tout mélanger. Il faut que ce soit du laurier et des feuilles de laurier séchées. Et puis, ce que je conseille aussi, c'est de varier un petit peu, c'est-à-dire de ne pas utiliser tout le temps systématiquement le même encens, de varier de temps en temps, de modifier le processus. Tu sais que ce processus-là, c'est un rituel, hein, ça s'appelle tout simplement un rituel de nettoyage des énergies. Donc ce petit rituel, il faut le faire en changeant de temps en temps l'utilisation des encens que l'on utilise, pour que on ne se conforte pas non plus dans une seule façon de fonctionner, et que ça puisse aussi marcher. Alors, il y a autre chose de très important aussi qu'il faut savoir en matière de magnétisme, c'est que quand vous commencez à faire des exercices et quand vous commencez à magnétiser ou à faire des soins pour de la guérison, il faut systématiquement et tout le temps le faire dans le même endroit. Pourquoi? Tout simplement parce que cet endroit, plus vous l'utilisez, plus il se charge en énergie. Et quand vous rentrez au bout de quelques semaines ou quelques mois, que votre endroit s'est chargé, je vais dire que la moitié du travail est déjà fait. C'est-à-dire que vous rentrez dans un endroit qui est déjà préparé spirituellement et énergétiquement pour pouvoir recevoir des énergies pour donner des soins. Donc, il faut pas dire un jour je vais magnétiser ici, le lendemain je vais magnétiser là, et puis après je vais aller là-bas. Non, il faut toujours être dans le même endroit pour que cet endroit se conforte de toutes ces énergies positives et qu'elle vous donne le surplus d'énergie que vous avez besoin pour magnétiser. Oui, voilà, je pense que c'est mieux d'être dans notre sanctuaire, entre guillemets. Exactement, exactement. Ouais. Et tout à l'heure, tu parlais de magnétisme animal. Donc, est-ce que tu pourrais définir, pour les gens qui nous regardent, le magnétisme animal? Et du coup, on commence évidemment avec... bon, je vais te laisser développer hein, sur le magnétisme animal. Et au fur et à mesure, évidemment, si on utilise le magnétisme animal, ça peut quand même nous affaiblir. Alors, voilà, est-ce que tu pourrais donner des alternatives? Et je ramène ça aussi par rapport à la prière. Peut-être que à invoquer certains Exactement. autres êtres, etc. Bon, plusieurs questions en une. Je te laisse développer le magnétisme animal. Alors, le magnétisme animal, c'est simplement le magnétisme humain, entre guillemets, qu'on appelle animal, qui est notre propre magnétisme à soi. C'est-à-dire qu'on va puiser et chercher dans ses propres réserves d'énergie pour utiliser quelque chose qui va nous permettre d'appliquer des soins et qui va nous permettre de guérir des personnes ou d'apporter en tout cas un bien-être ou un mieux-être en tout cas. Voilà. Donc c'est tout bête, c'est tout simple, c'est son énergie, sa propre énergie humaine qui est en soi que l'on utilise. Après, effectivement, comme tu le disais, ça peut être gênant peut-être à certains moments parce que on peut être affaibli, on peut être en manque d'énergie à certains moments parce que il faut pas oublier que les gens qui viennent pour se faire magnétiser, ils sont un petit peu comme des vampires entre guillemets. Hein. C'est des gens qui Mmh. puisent l'énergie chez le praticien. Donc, mais la plupart des énergéticiens ou des magnétiseurs sont habitués à ça et savent se ressourcer, se recharger. En fin de compte, ça se fait aussi presque naturellement. Et puis, il y a différents exercices, on en parlera aussi un petit peu plus tard, comme de l'ancrage, par exemple, où on apprend à se rebooster dans sa propre énergie. Donc ça, c'est pas trop une problématique, en fin de compte. Par contre, l'évolution qui se fait
parce que ça, c'était un peu le magnétisme des rebouteux, entre guillemets, des campagnes qui utilisaient jadis leur pouvoir et leur énergie propre pour magnétiser. Maintenant, on est sur des techniques qui vont évoluer, comme tu disais, sur de la prière, sur des appels à des entités, à des saints, à la Vierge Marie, à qui on veut en fin de compte, mais qui nous permettent d'être en connexion avec une énergie qui est beaucoup plus spirituelle. Donc dans cette spiritualité-là, on est tout à fait dans le style des prières et dans l'application des prières pour pouvoir développer quelque chose qui est un support supplémentaire, comme je l'expliquais un petit peu tout à l'heure, qui va nous permettre de développer un petit peu tout ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du moment où on a à notre disposition ce genre de choses, comme tout à l'heure je parlais par exemple des psaumes de David, mais on peut utiliser toute autre prière. Il y a l'abbé Julio qui a fait beaucoup de livres avec des prières pour différents types de guérisons que l'on peut utiliser. Il faut s'en servir, il faut l'utiliser parce que effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, ça évite aussi de trop puiser dans notre énergie personnelle et animale et de trop s'affaiblir. Mmh. Merci Jean Didier pour ces précisions. Et du coup, toi, comment tu fais? Bah, tu le disais tout à l'heure, s'ancrer vraiment pour finalement se recharger. Comment tu fais, toi, pour rester dans des énergies hautes? Quel est ton rituel? Est-ce que tu utilises notamment, tu en parles dans le livre, hein, des cristaux? Bah, déjà pour te protéger, est-ce que tu utilises des cristaux pour la guérison? Est-ce que tu utilises bah, carrément, oui, des cristaux, tu mets des cristaux sur les gens ou pas? Est-ce que tu fais ce genre de choses ou pas? Alors, il y a deux choses. Il y a la façon d'utiliser les cristaux Mmh. sur les gens, Mmh. effectivement, pour les aider à retrouver une forme, pour retrouver un dynamisme, retrouver de l'énergie, pour les aider sur un processus de guérison. Et puis, il y a ces techniques personnelles qui sont pour se recharger. Moi, j'ai toujours des cristaux autour de moi, de toute façon. Je travaille avec les cristaux depuis à peu près une vingtaine d'années. Donc, je me suis aperçu que là aussi, les cristaux, c'était quelque chose qui permettait d'amplifier la capacité que l'on a à pouvoir donner de l'énergie ou des soins. Donc là, c'est pareil. C'est pour ça que j'ai fait ce livre qui est pas très vieux. Il a 2 ans, hein, qui est un livre qui parle effectivement de différents rituels. Voilà, le pouvoir magique des pierres et des cristaux. Ce livre, c'est des rituels pour effectivement faire différentes choses de sa vie. Il y en a 50 rituels différents. Il y en a sur la santé, il y en a sur la chance, il y en a sur l'énergie, il y en a sur le travail, il y en a sur les amours. Enfin, ça touche un petit peu tous les domaines. Et en fin de compte, là, on est sur une application, en fin de compte, de l'utilisation d'une pierre en particulier qui va nous permettre de réaliser un vœu. Donc là, on est dans un processus effectivement rituelique. Donc là, c'est encore quelque chose de différent. Mais ça peut aider aussi pour se protéger, pour se préserver des médisances, de la jalousie, des énergies négatives. Ça peut aider aussi à chasser des énergies négatives. Enfin, tu vois, c'est très large. Mmh. Il y a vraiment beaucoup de possibilités et de capacités. Et je pense que tu n'auras pas perdu de vue que sur la couverture de ce livre, le personnage qu'on voit, qui est une femme, est en train de prier. Et Mmh. voilà. Donc ça veut dire que tous les rituels que l'on retrouve dans ce livre, donc le pouvoir magique des pierres et des cristaux, qui est aux éditions donc du Lotus et l'éléphant, ce livre, il est associé systématiquement pour chaque rituel à un psaume de David en particulier. Ça fait partie du package, j'allais dire, parce que en fin de compte, tu ne peux pas avoir la réalisation de quelque chose en particulier si tu ne fais pas quelque chose de complet. Et dans ce quelque chose de complet, ça comprend effectivement le processus de l'utilisation d'une part des cristaux ou des pierres, mais également l'utilisation des prières.
dans développer vos facultés de guérison, j'aborde déjà un petit peu cette chose-là et j'explique effectivement qu'il y a des pierres qui ont des capacités et que l'on peut utiliser pour accroître un petit peu ses capacités médiatiques et médiumniques et magnétiques. Hmm. Oui. Voilà. Alors, oui. Dans tous ces livres, en tout cas, je recommande, hein. Les liens sont dans la description. Il y a vraiment, on va dire que tu passes tout en revue. Oui. Toutes les pierres, tous les cristaux, tous les bienfaits. Voilà, les plantes aussi sont détaillées, hein, vraiment. Enfin, c'est vraiment un guide. Vous avez, on va dire, l'ABC des méthodes, des techniques de guérison, avec une description de à quoi sert un certain cristal, à quoi sert une plante en particulier. Après, il y a aussi des recherches par thème pour apaiser tel ou tel mot. Voilà, qu'est-ce qu'il vous faut. Toi, Jean En fin de Didier, compte, tu sais, ce sont des livres pratiques. oui, Moi, je suis rentré chez Hachette avec le Lotus et l'éléphant parce que à la base, ils proposaient des livres pratiques. Et quand ils m'ont contacté pour me demander d'écrire pour eux, ils m'ont dit, nous, on veut des livres pratiques qui sont des guides, comme tu le disais, dans lesquels on va retrouver des enseignements qui vont nous permettre d'évoluer à différents niveaux. Donc, ouais, c'est un peu ce qui se passe à travers ces livres. voilà. D'ailleurs, Jean Didier, aussi auteur, on l'a pas dit au début, mais plus d'une vingtaine de livres, hein. T'as écrit une vingtaine de livres. Oui. Ouais, donc ça fait quand même beaucoup, hein. On va dire que ça, c'est les derniers, mais il y en avait d'autres avant. Donc voilà. Il y a beaucoup, beaucoup de connaissances qui nous partagent vraiment de façon très pédagogique, je trouve, vraiment dans le livre. Tout est bien détaillé de façon claire. Donc, je recommande une nouvelle fois. Et du coup, toi, Jean-Didier, les cristaux que tu utilises principalement, est-ce que si tu devais donner deux, trois cristaux pour, je sais pas, toi, quels sont les cristaux auxquels tu t'attaches? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des cristaux en général pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des cristaux aussi spécifiques pour chaque personne, suivant la vibration? Comment on fait pour... Oui, alors, en fin de compte, tu sais, on a souvent coutume, nous, dans notre métier, de dire que on choisit pas les cristaux, c'est les cristaux qui nous choisissent. Et c'est marrant parce que des fois, des gens me disent, tiens, c'est marrant, j'étais attiré par ce cristal-là ou par cette pierre-là, et en fin de compte, je l'ai acheté parce que mes yeux se sont portés dessus et j'ai été attiré par cette pierre. Et je dis, oui, c'est tout à fait ce qu'il faut faire. Comme quand les gens me disent, tiens, c'est marrant parce que j'avais une pierre et je sais pas ce que j'en ai fait, je l'ai perdue. Je dis, bah oui, parce qu'elle a fini de remplir son rôle, elle a fini de faire le travail qu'elle avait à faire, donc maintenant on passe à autre chose. En fin de compte, il faut pas chercher midi à 14 heures, hein, tu sais, des fois, les choses qui sont basiques et naturelles, ça marche très très bien aussi comme ça. Alors, il y a le fameux cristal de roche qui est le cristal le plus utilisé, le plus vendu, parce que c'est un cristal qui s'utilise dans plein de conditions et dans plein de choses différentes que on utilise beaucoup justement dans la guérison. Et pour se réaligner ou pour se recentrer, on utilise le cristal de roche. Moi, il y a une pierre en particulier que j'adore, qui est l'aventurine, qui est une pierre verte, qui est une pierre de chance. Et c'est vrai que cette pierre, je l'affectionne particulièrement et j'en ai tout le temps avec moi. Il y a la citrine aussi, qui est également une pierre. Alors, je parle de chance parce que tu te doutes bien que dans les 90% des questions qu'on me pose, c'est toujours est-ce que je vais avoir de la chance? Comment développer la chance? Est-ce que je vais gagner quelque chose ou etc. Donc voilà, les pierres qui sont en particulier très bonnes pour ça, c'est l'aventurine et la citrine. Et j'ai même des gens, des fois, qui me disent, des commerçants qui disent, ah mais moi je l'en mets dans mon tiroir caisse de ma boutique. Et c'est vrai que depuis que je fais ça, bah, ça fait venir de l'argent. Donc c'est des choses qui fonctionnent assez bien. Après, voilà, de toute façon, ce qu'on devrait tous avoir, au moins chez soi, c'est un cristal de roche. Ça, c'est sûr. Hmm. Et d'ailleurs, tu parlais de chance. Je sais qu'il y a au moins une personne qui a gagné au loto grâce à tes conseils.
Oui, en fin de compte, sur un de mes livres, effectivement, j'avais proposé un rituel sur le livre que tu as montré plusieurs fois, le pouvoir magique des pierres et des cristaux. Et j'avais une personne qui me disait, est-ce que vous auriez un rituel pour gagner peut-être au loto? Alors je disais, vous savez, moi je suis pas magicien, je suis pas quelqu'un qui suis capable de faire gagner systématiquement toujours quelqu'un au loto, mais pourquoi pas? Et en fin de compte, cette personne a fait ce rituel plusieurs fois de suite et elle a fini par gagner effectivement un des gros lots du loto puisqu'elle a gagné plus de 9 millions d'euros au loto. Donc elle m'a Voilà. fait je t'imagine bien qu'elle m'a fait une lettre de recommandation avec les photocopies et les photos à la Française des Jeux, etc. et tout. Et à la suite de ça, du coup, j'avais parlé de ça, comme tu me disais, je suis assez souvent invité sur des plateaux de télévision. J'avais parlé de ça dans TPMP sur l'émission avec Cyril Hanouna. Et bah, il y a plusieurs personnes qui ont testé ce rituel et il y a plein de gens après qui m'ont écrit pour me dire, alors on n'a pas gagné 9 millions, mais on a gagné 10 000, 50 000 ou voilà, des sommes qui étaient quand même déjà très belles et très, très intéressantes, quoi. Oui. Ce qui prouve que les rituels fonctionnent aussi, quoi. Alors, quand on parle de rituels, on est bien d'accord aussi qu'on parle bien sûr toujours de quelque chose de positif. On parle de magie blanche, on parle pas de magie noire. Moi, c'est pas du tout ce que je fais. Je suis toujours dans la bienveillance et toujours sous la protection des psaumes de David et de la protection de la Bible. Et on me demande souvent d'ailleurs, par rapport aux rituels, est-ce qu'il y a un danger de faire des rituels? À partir du moment où on fait ces rituels sous la protection des psaumes de David, qui sont donc extraits de la Bible, on est sous la protection de la Bible. Donc, il peut rien se passer de négatif. Donc, ça répond peut-être aux questions ou aux attentes des gens qui se diraient mais est-ce que c'est sérieux de faire des rituels? Est-ce qu'il n'y a pas un choc de retour? Est-ce que ça va pas nous porter la poisse ou autre? À partir du moment où on suit les consignes et la façon de faire ces rituels, il n'y a pas de problème. Voilà. Et tout est expliqué, encore une fois, dans tes livres, Exactement. bien, de façon claire et précise. Oui. Pour les rituels. Du coup, ouais, les rituels, ça, c'est vraiment quelque chose qui t'a intéressé depuis quand d'ailleurs tu t'es intéressé précisément aux rituels et quelles sont les choses que tu as pu observer à l'issue d'un rituel en particulier, une chose, on va dire, qui t'a quelque part ébloui ou impressionné? Alors, tu sais, on commence toujours par soi-même parce que Mmh. on se connaît soi-même, on sait comment on fonctionne, on sait ce qu'on peut avoir. Et puis, pour parler, c'est plus intéressant de dire, moi, j'ai mon expérience personnelle, j'ai testé des choses, j'ai mis des choses en place et ces choses ont fonctionné. En fin de compte, moi, j'étais dans un tournant un petit peu de ma carrière à une époque. Ça bougeait pas vraiment et puis j'avais l'impression que j'étais en train de m'enliser dans quelque chose qui me plaisait pas trop, quoi. Et donc je me suis dit: «Je vais faire un rituel, de déblocage, de situation». Voilà, qui peut être un déblocage professionnel, qui peut être un déblocage affectif pour d'autres personnes ou un déblocage de problèmes de santé ou un blocage émotionnel, comme ça arrive aussi souvent. Et donc, moi, j'ai fait ce rituel pour débloquer ma situation et pour faire que, en fin de compte, moi, j'avais envie de transmettre mes connaissances, comme je le fais depuis maintenant quelques années, non seulement à travers des livres, mais à travers des émissions ou de radio ou de télé ou de web TV. Et là, c'était un peu bloqué. Et donc, j'ai fait ce rituel et en l'espace de quelques semaines, tout s'est débloqué, tout a bougé, tout a changé, tout s'est mis en place et ça a été vraiment même au-delà des espérances de ce que je pouvais imaginer. Donc, je me suis dit, si je suis capable modestement, hein, de mettre en place des énergies qui vont faire bouger les choses et qui permettent aux gens, en tout cas, de débloquer des situations. Pourquoi pas le mettre à la portée de tout le monde? Et c'est comme ça que j'ai commencé avec des premiers ouvrages chez Bussière, et après qui se sont transformés avec d'autres ouvrages petit à petit. Et on va dire que les rituels, maintenant, ça fait à peu près une vingtaine d'années que je les pratique. Voilà.
Et voilà, encore une fois, les rituels, vous en avez dans les livres de Jean Didier, notamment Le pouvoir magique des pierres et des cristaux, et puis son dernier livre, La magie au quotidien, donc 50 rituels pour booster votre bien-être. Et donc, ben, j'imagine dans le chat, qui veut gagner au loto? Personne? Bon bah... Ah si, quand même! Ah oui, je me disais bien! Qui veut 10 000? 50 000? 9 millions. Qui dit mieux? Bah, vous nous direz, hein, tenez-nous au courant dans le chat, en tout cas dans les commentaires, si vous voyez en replay cette émission et que vous avez fait des rituels proposés par Jean Didier, mettez-nous des commentaires dans le chat et pour nous informer un petit peu de vos résultats. Ou si vous avez gagné peut-être à l'euro million, on sait pas, 300 millions. Vous en donnerez un petit chèque à Jean Didier pour le remercier, et puis un petit chèque à Gaïa Méditation aussi, on sait, ça fait toujours plaisir. Alors Jean Didier, on parle de rituels, on parle voilà, de guérison, on parle de prière, évidemment. Il y a quelque chose, je pense, qui est vraiment important, qui est sous-jacent à tout ça. Parce qu'on peut parler éventuellement peut-être de l'effet placebo, peut-être quand on fait un rituel, on peut se dire que voilà, on croit en cette chose, la croyance va amplifier, on va dire, les choses. Mais du coup, on peut parler du pouvoir de l'intention. Je pense que dans toutes ces choses, l'intention, quand même, elle est très importante. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Didier? Ah, moi, je reviens toujours là-dessus et je taraude un peu ça depuis toujours. Je dis que l'intention que l'on met dans ce que l'on fait, mais je dirais pas spécialement dans les rituels, dans tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose de primordial. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'intention dans ce que l'on fait, ça ne peut pas fonctionner. Un rituel, si on le fait pour s'amuser ou pour se dire bon, j'y crois pas, mais je le fais et puis on verra bien si ça marche, c'est même pas la peine d'essayer, c'est même pas la peine de le faire, ça ne fonctionnera pas, ça ne marchera pas. Maintenant, quand on met de l'intention dans ce qu'on fait, ça devient quelque chose de plus important. Tu sais très bien, par exemple, que dans les églises, il y a des remerciements partout par rapport à des personnes qui ont demandé des actions de grâce à la Vierge Marie ou au Seigneur ou à des saints. Et on sait très bien que c'est parce que ces personnes avaient une ferveur tellement importante dans leur façon de faire que ça a fonctionné et que ça a marché. Je donne toujours cet exemple, moi, d'une personne qui est venue me voir un jour et qui m'a dit, vous avez raison, l'intention de ce que l'on fait, c'est important, en plus du rituel de ce que l'on va mettre en place. Et elle me dit, moi, ma fille était malade et donc j'ai acheté des charbons ardents et j'ai, pendant presque un mois, tous les soirs dans sa chambre, allumé un charbon ardent pour qu'elle guérisse. Et j'ai dit, d'accord, mais vous savez que les charbons ardents, c'est fait pour mettre de l'encens dessus. Qu'est-ce que vous avez mis comme encens? Ah bon, il fallait mettre de l'encens? Ah bon, mais j'ai jamais mis d'encens. En fin de compte, elle a fait brûler du charbon. C'est tout ce qu'elle a fait, quoi. Hmm. Et sa fille a guéri. Mais elle Ah. était persuadée que par l'action de ce qu'elle avait fait, et sa fille, puisqu'à chaque fois elle disait à sa fille, tu vois, je fais brûler ça pour toi pour que tu guérisses, tu vas retrouver de l'énergie, tu vas retrouver la santé, et elle a retrouvé l'énergie, elle a retrouvé la santé. Et en fin de compte, c'était un rituel qu'elle faisait tous les soirs. C'était son rituel à elle et à sa fille, mais de la façon dont elle le fait et avec l'intention qu'elle mettait dedans et de ce qu'elle faisait, ça fonctionnait. Alors qu'il manquait un élément quand même important, parce que normalement, Hmm. effectivement, un charbon ardent, et on met toujours de l'encens dessus. Mais elle ne le savait pas, donc elle n'a fait que brûler du charbon. Voilà. Donc effectivement, l'intention, c'est très important. Et depuis que ce livre est sorti, j'ai souvent des gens qui m'envoient des mails et qui me disent j'ai fait une fois le rituel et ça n'a pas fonctionné. Et la deuxième fois que j'ai fait le rituel, par contre, bizarrement, ça a marché. Je dis oui, mais parce que vous avez changé votre intention, vous avez peut-être plus envie que ça fonctionne et vous vouliez que l'intention marche sur ce que vous vouliez faire. Ben voilà, à partir de ce moment-là, ça a fonctionné et ça a marché. Donc Hmm. c'est toujours la même chose, quoi. Hein. C'est pas simplement la recette et le rituel qui va faire fonctionner
le rituel, c'est l'intention qu'on va y mettre dedans et ce qu'on va en faire en fin de compte. Hein. Et j'ai parlé plusieurs fois avec des hommes d'église qui me disaient pour la prière, c'est pareil, c'est la même chose. Ils me disent des fois, il y a des gens qui viennent me voir en me disant ah c'est marrant parce que j'ai prié, mais ça n'a rien fait. Et à ce moment-là, le prêtre demande mais vous avez prié comment? Ah ben j'ai pris le livre, j'ai lu. Mais oui, mais c'est pas lire qu'il faut faire, c'est donner une intention à ce qu'on lit. C'est vivre la prière pour que ça fonctionne. Si on ouvre un livre et qu'on lit simplement une prière, en la lisant, en disant bon, allez, je vais me débarrasser de ça parce que il m'a dit qu'il fallait que je lise la prière, mais je vais la lire. Effectivement, ça peut pas donner exactement le même résultat que quand on met une intention dans ce que l'on fait. Ah ouais. Je pense que c'est hyper important ce que tu viens de dire. Pas juste lire la prière, comme ça, c'est la vivre. Alors quelque Exactement. part, ça nous amène au pouvoir du cœur, l'énergie du cœur. On parle de prière, on parle, voilà, on parle du catholicisme, mais c'est dans toutes les religions. Et en dehors de la religion, il y a le cœur, il y a cette énergie d'amour qui nous constitue tous. Exactement, exactement. Et c'est la base de tout. De toute façon, c'est l'implication spirituelle. Mm. L'implication spirituelle, elle est très forte aussi par rapport à ça. Donc c'est important. Tu connais Greg Braden, Joe Oui. Dispenza? Voilà, Greg Braden, il en parle particulièrement. Moi, Joe Dispenza aussi, Bruce Lipton, ils en parlent de ce pouvoir de l'intention et Mmh. finalement aussi à travers la visualisation et de ressentir comme si les choses, en tout cas qu'on souhaitait, existaient déjà et étaient. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la visualisation créative. Mhm. Effectivement, excuse-moi de te couper. La visualisation créative, c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut toujours partir du principe que les choses sont déjà acquises et déjà réalisées. C'est-à-dire, il faut pas dire je demande que ça ou cette chose arrive. Il faut dire elle est arrivée, elle est en moi, elle fait partie de moi. C'est quelque chose qui m'appartient et qui fait entièrement partie de moi. Tu vois, c'est la différence entre le fait de dire que des gens ont des choses qui vont pas fonctionner et se réaliser parce que simplement ils n'ont pas utilisé la bonne phrase et le bon mot qui explique que effectivement on n'est pas dans le même processus quand on dit que les choses, on demande qu'elles se réalisent ou qu'on se dise elles se sont déjà réalisées, ça fait déjà partie de moi. Eh oui. Donc voilà, je pense que c'est ça, hein, je pense qu'on vient de rappeler le- la prière, en tout cas l'efficacité de la prière, la puissance de la prière, d'origine en tout cas, c'est vraiment de ressentir comme si les choses étaient déjà réalisées, en particulier dans ce Exactement. domaine-ci dont on parle, la guérison. S'il y a quelqu'un ou si c'est même pour vous-même, vous avez un problème, eh bien, visualisez et ressentez comme si, en tout cas, vous étiez déjà dans une santé parfaite. Si vous avez des problèmes, je sais pas moi, des problèmes aux jambes, peut-être visualiser que vous êtes déjà en train de marcher normalement, peut-être même en train de courir dans la forêt, que vous êtes dans une joie immense. Et pareil pour vos proches, ou en tout cas toutes les personnes que vous souhaiteriez voir guéries. Donc je pense qu'on arrive finalement à cette notion de foi, finalement. C'est vraiment avoir cette foi. C'est même plus se dire, j'espère que on a la foi, on est dans cette confiance. Qu'est-ce C'est ce qui fait la différence avec ce que je disais tout Mhm. à l'heure. Ce qui disait la différence, c'est de dire que quand on lit simplement quelque chose pour le lire, ça n'a aucun impact. Et quand on le vit et quand on a l'impression que c'est déjà quelque chose qui est créé, qui est réalisé et qui est mis en place, moi, quand je parle des facultés de guérison qu'on a, ça en fait partie. C'est-à-dire que effectivement, notre faculté à nous, elle est de se projeter dans quelque chose qui va apporter la guérison. Donc, on a tout un tas de choses autour de nous. On parlait tout à l'heure des cristaux, on a des huiles essentielles, on a effectivement les plantes, la phytothérapie, on a, je parle aussi des lieux de prière, par exemple, où il y a des lieux sacrés en France où on peut aller se recueillir parce qu'il y a une énergie extrêmement forte et puissante dans ces lieux-là. Et
puisque c'est mis à notre disposition, pourquoi pas en profiter et pourquoi pas faire un pèlerinage ou pourquoi pas aller dans ce lieu pour demander la réalisation d'un vœu en particulier. Ça fait partie effectivement de tout ce que ça englobe au niveau de la guérison. Oui, ça permet finalement d'amplifier ce pouvoir de l'intention qu'on pourrait avoir dans une situation donnée. D'ailleurs, oui, tu donnes toute une liste de lieux sacrés en France, avec évidemment les êtres qu'on pourrait invoquer, la prière, etc. Est-ce que toi, en particulier, tu as un lieu où tu aimes bien aller, en particulier? Alors moi j'aime bien la chapelle de la rue du Bac à Paris, Ah oui, je connais. parce que c'est une chapelle qui est très forte au niveau des énergies et qui a quelque chose de particulier aussi dans son fonctionnement spirituel. Mais après, moi j'ai parlé de plusieurs lieux différents et de différentes confessions aussi à travers la France, parce que on peut pas dire aux gens qui habitent dans le nord ou dans le sud, allez absolument à la chapelle de la rue du Bac à Paris, parce qu'il y a que là que ça peut se faire. Et puis, il y a aussi l'attirance et l'attraction que l'on a pour un endroit. Ça aussi, c'est comme je le disais pour le cristal tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut toujours se laisser guider par son instinct et par son intuition. Et puis, ce qui est très important quand on est dans cet état-là, c'est de jamais rentrer dans le mental. C'est-à-dire que la première chose que l'on va capter, que l'on va ressentir pour soi, en priorité, la première chose, c'est toujours la bonne. Si on commence à se dire, oui, mais alors, je vais réfléchir un petit peu parce que peut-être que si j'allais là, ça serait peut-être mieux. Et ben là, effectivement, c'est mort parce qu'on est parti dans le mental, on n'est plus dans l'intuition et généralement, ça fonctionne pas très bien. Et je le dis aussi très souvent, mais voilà, c'est arrivé à tout le monde d'avoir un choix à faire, d'avoir une première idée, et puis de pas suivre cette première idée. Et au bout d'un certain moment, qu'est-ce qu'on se dit? Parce que ça ne marche pas. Bah, si j'avais su, j'aurais suivi ma première intuition. C'est arrivé à tout le monde, ça. Eh oui, suivez votre première intuition. C'est Non, mais vrai c'est que, vrai, c'est arrivé à tout le mais monde. oui, bien sûr, Mm. c'est clair, ça nous est tous arrivé. Suivez votre intuition, pardon, suivez votre cœur. Moi aussi, j'aime bien la chapelle de la médaille miraculeuse, hein, rue du Bac. Une super, Ouais. une belle chapelle. Donc voilà, Jean Didier vous fait toute une liste de beaux lieux comme ça où vous pouvez aller pour prier. Et comme le disait tout à l'heure Jean Didier aussi, si vous n'êtes pas chrétien, catholique, même si vous n'êtes pas religieux, moi je ne le suis pas, vous pouvez aller dans ces lieux, c'est peu importe, l'énergie, elle est là, c'est une énergie sacrée, je dirais. Et elle peut Mm. permettre d'amplifier quelque part votre intention pour un souhait en particulier. Oui, tout à Ouais. fait. Et puis, on n'est pas non plus obligé, systématiquement d'aller dans ces lieux-là. On sait très bien que là où on se trouve, comme tu le disais, c'est le cœur qui parle. Et oui. C'est, voilà, c'est comme souvent des gens me disent, je vais dériver un petit peu sur autre chose, mais qui me disent: «Voilà, j'ai perdu quelqu'un, mais moi je peux pas aller au cimetière, je peux pas me mettre devant une tombe parce que ça me parle pas, ça me dit rien. Par contre, je suis toujours en communication et en contact avec la personne que j'ai perdue». Et ça, des fois, c'est beaucoup plus fort et beaucoup plus intense. Je dis pas qu'il faut pas aller dans les cimetières, mais je dis simplement que pour certaines personnes, des fois, simplement le fait d'avoir la personne dans son cœur, d'y penser et de faire vivre la personne encore d'une autre manière aujourd'hui, c'est des fois beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant. Ah oui, merci Jean Didier. Et oui, je pense que ça aussi, c'était aussi bien de le rappeler, mine de rien, c'est que le temple, finalement, le premier temple, il est là, à l'intérieur de chacun de nous, hein. Le temple, Exactement. quand on se déplace à un endroit, on peut même se connecter à distance, même à un lieu physique si on le souhaite, hein, pour finalement ressentir cette énergie et être dans, bah voilà, dans ces vibrations hautes pour peut-être, je sais pas, est-ce que tu fais ce genre de choses toi des fois? Te Oui, moi, connecter ça avec m'arrive, de me projeter aussi parfois. Alors c'est vrai que je consulte plus maintenant, mais des fois je rends service à certaines personnes et je me projette ou je pars carrément. Alors je travaille souvent avec des photos où je me projette dans l'endroit où j'essaie de voir et
voir un petit peu ce que je capte, ce que je ressens, comment je capte les choses et comment ça se passe. Et là, on a des informations. Alors, quand on est médium, effectivement, on recueille des informations. Et souvent, j'avais des personnes, pour en revenir à TPMP, j'étais à TPMP pour, je sais pas si tu te souviens de l'histoire du HLM hanté à Fontenay-aux-Roses. Si tu as entendu parler de cette J'ai histoire-là. vu ta vidéo, donc je vois à Voilà. quoi tu fais Et donc, référence. donc on m'avait demandé, mais pourquoi vous n'allez pas sur place? J'ai dit, mais en fin de compte, j'ai pas besoin d'aller sur place parce que j'ai la capacité de simplement avec une vidéo ou avec des photos ou autre de pouvoir capter et ressentir ce qui se passe dans ce lieu et de scanner aussi là aussi ce qui s'y passe et de retracer un petit peu l'historique. Alors, c'est pas du tout méprisant pour les gens. C'est pas non plus une façon de vouloir être supérieur par rapport aux autres. C'est simplement le fait que, voilà, j'expliquais que très souvent, moi, je travaille avec des magnétiseurs qui font des dégagements dans des maisons et qui ne se déplacent pas pour y aller. Ils font le dégagement et ils font le nettoyage de la maison simplement avec un plan ou simplement avec une photo, sans avoir besoin d'aller physiquement sur le lieu pour pouvoir faire ce travail. Et oui. Nous sommes heureux sur Gamétation, nous pouvons en parler de tout ça et même développer sur le sujet. Évidemment, on peut faire des guérisons à distance, on peut se connecter à des lieux à distance, enlever des entités à distance, faire des nettoyages à distance. Évidemment, la Exactement. physique quantique nous parle de ça aujourd'hui, notamment avec l'expérience de l'intrication quantique à cet instant précis. Nous sommes tous connectés, les amis. Et oui, avec Jean Didier, on est connectés, avec vous tous, on est connectés. Donc avec l'intention, quelque part, on précise cette connexion et on amplifie, on va dire, l'énergie à travers cette Mais fausse c'est vrai que vibration. pour certaines personnes, tu vois, les chroniqueurs de TPMP, ils comprenaient pas. Mhm. Quand je disais, j'ai pas besoin d'aller sur le lieu, ils disent, ah, pourquoi vous allez pas? Je suis médium. Ah bon? Parce qu'un médium, en fin de compte, moi, il comprend pas, quoi. Mais c'est vrai que après, quand on évolue dans une sphère un peu plus, un peu différente et dans la spiritualité, on comprend mieux ce genre de choses et on est plus apte à, à écouter ce genre de discours aussi. Mais pour certaines personnes, aujourd'hui, ça peut paraître encore un peu quelque chose qui sort de la bouche d'un illuminé, quoi. Et pourtant, la science nous parle encore une fois de l'intrication quantique. Exactement. Et on nous parle du fait que le temps, à un autre niveau, c'est une illusion. Le temps n'est pas linéaire. Passé, présent, futur coexistent. Donc si il n'y a qu'un seul temps, eh bien forcément, l'espace est aussi une illusion. À un Mmh. certain niveau, évidemment. Il y a un déplacement. Jean-Didier là-bas, je suis ici. Pour aller le voir, il faudrait que je prenne ma voiture. Mais en réalité, on est déjà tous connectés. Et on est connectés maintenant. On est connectés. On sera toujours connectés, de toute façon. Exactement. D'accord, les amis dans le chat, on est tous connectés. On est tous là ensemble pour la même chose. Eh bien, être dans cet amour, on l'a dit tout à l'heure, on a parlé de cette énergie du cœur. Je pense qu'on le rappelle assez sur cette chaîne. Comme le disait Gandhi, sois le changement que tu souhaites voir dans le monde. Tout commence par soi. Et évidemment, tout ce qu'on voit sera à l'image de notre propre vibration. Donc, ayez cette foi, en tout cas, que les choses sont déjà réalisées. Et puis même que ce soit pour un environnement proche ou même pour la Terre entière. Et donc, incarner cette paix. Voilà, c'est une parenthèse en tout cas que je rappelle ici. J'en parle régulièrement. Alors, Jean Didier, on en avait parlé avant que, enfin, pendant l'émission, on en a parlé avant, mais aussi pendant l'émission, tu nous as parlé de l'ancrage. C'est important Oui. l'ancrage, notamment quand on fait ce genre de pratique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et peut-être nous proposer une petite pratique? Oui, alors, tu sais, il y a des choses qui sont très basiques et qui sont très simples. En plus, moi, j'aime bien les choses qui sont simples. Mes livres sont très pédagogues, comme tu le disais. Il y a beaucoup de pédagogie, effectivement, dans les livres, mais ils sont assez simples au niveau des explications et des rituels aussi. Et d'ailleurs, au niveau des rituels, on me disait, mais c'est bizarre que des rituels aussi simples fonctionnent. Comme si on avait besoin de faire des choses extravagantes avec, comme on faisait, au Moyen Âge avec de la bave de crapaud, un bec de corbeau, une fiole de ceci, une fiole de ça. En fin de compte, maintenant, on est dans la magie moderne et on est dans quelque chose qui est plus accessible à tout le monde et qui est plus facile à mettre à exécution parce que on a des choses que l'on a développées, heureusement d'ailleurs avec le temps, des connaissances
des applications, des choses qui nous permettent effectivement de faire fonctionner tout ça. Par contre, il y a toujours quelque chose qui reste important, c'est l'ancrage. L'ancrage, ça permet effectivement de rester centré. Et ça permet, si on pratique un petit peu du magnétisme, de la guérison, du Reiki ou autre chose, en tout cas de renforcer aussi ce que l'on a en soi au niveau de son énergie. Alors pour faire ce genre de choses, c'est très simple. Là aussi, il n'y a pas besoin de chercher midi à 14 heures. Il y a 2 exercices que vous pouvez faire. Le premier exercice, c'est de marcher pieds nus tout simplement dans l'herbe. Et puis, imaginez que vos pieds soient des prises de terre, justement, et que ces pieds s'enracinent dans la terre, et qu'à partir de vos pieds, vous ayez le sentiment ou l'impression qu'il y a des racines qui sortent de la plante des pieds et qui vont en profondeur, le plus profond possible d'ailleurs dans la terre, pour aller chercher de l'énergie. À partir de ce moment-là où vous allez sentir cet ancrage, et ça, généralement, quand on est un petit peu sensible, on finit toujours par le ressentir. On finit aussi par ressentir l'énergie qui monte à travers ces racines et qui suit le cheminement des pieds, des mollets, des cuisses, qui monte jusqu'au cœur. On revient toujours au cœur. Et à partir de ce moment-là, effectivement, vous allez vous ressourcer, vous allez avoir en vous une énergie importante qui va pouvoir vous permettre d'être ancré en permanence. Et dès que vous allez sentir que vous êtes plus ancré ou qu'il vous manque quelque chose, des fois on a l'impression que le corps vacille un petit peu ou qu'on a l'impression qu'on est un peu décentré. Ben, il suffit simplement effectivement d'aller dans la pelouse, dans l'herbe, dans la terre. Vous pouvez faire ça dans la forêt, vous pouvez faire ça aussi sur la plage, où vous vous trouvez. En tout cas, il y a toujours un moyen pour pouvoir le faire. Donc cet exercice est très simple. Et en fin de compte, plus ces racines vont aller profond dans la terre et plus cette énergie va monter à travers vos jambes, vous allez la ressentir. Plus vous allez réaliser cet exercice et plus vous allez sentir cette énergie monter en vous. En fin de compte, c'est une pratique qu'il faut faire régulièrement. C'est-à-dire, c'est pas une pratique qu'il faut faire une fois par an. Il faut la faire à peu près normalement une fois par semaine. Et en faisant cet exercice une fois par semaine, on a cette sensation de ressentir effectivement cette énergie et ce centrage qui se fait. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, on peut faire ça aussi avec les gens qui utilisent, par exemple, un pendule. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent cet exercice, mais c'est très simple. En fin de compte, le pendule, vous allez le lancer devant vous et vous allez voir qu'à un moment ou un autre, il va basculer, il va aller plus vers la droite ou vers la gauche. Et vous allez tout simplement mentalement demander à être recentré. Et vous allez voir qu'en demandant, en faisant cette demande avec de l'intention, bien sûr, plus vous allez mettre de l'intention dans ce que vous allez faire, plus ça va marcher. Et en faisant cette demande avec votre pendule, vous allez voir qu'à un moment, votre pendule va se mettre à osciller directement tout droit devant vous. Et à partir du moment où ça sera fait, ça voudra dire que là, vous êtes centré. Ça, c'est un exercice que font beaucoup les radiesthésistes et les magnétiseurs, que je vous donne aujourd'hui. Vous pouvez le faire même sans avoir une grande pratique de la radiesthésie. Faites-le régulièrement. Lancez. Par contre, il faut toujours lancer le pendule. C'est-à-dire, il ne faut pas attendre qu'il parte. Il faut le lancer. Et quand vous allez le lancer, vous verrez qu'il ne sera pas droit devant vous, qu'il partira à droite ou partira à gauche. Et quand vous allez lui demander de se mettre dans une position qui va vous permettre d'être centré, il va se mettre tout droit devant vous. Et là, à partir de ce moment-là, vous pourrez vous dire que vous êtes centré. Alors ça, vous pouvez le faire régulièrement, ou quand, par exemple, vous allez dans des salles de concert, on sait très bien qu'on se fait un peu vampiriser dans les salles de concert. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui me disent, moi, je vais faire mes courses dans des supermarchés, je ne sais pas pourquoi, quand je reviens, je suis vidé, mais vidé complètement. Eh ben, là, vous pouvez faire ce genre d'exercice, soit l'enracinement avec les pieds dans la nature, soit avec le pendule. Et puis, si vous avez l'impression aussi d'avoir un trop plein d'énergie, c'est-à-dire de déborder d'énergie, il faut faire attention parce que cette énergie, si elle tourne en vase clos
à l'intérieur de votre corps, vous allez commencer à somatiser et à créer des problèmes de santé alors que normalement vous ne devriez pas en avoir. Donc si vous avez l'impression que vos mains sont bouillantes, sont trop chaudes, que vous sentez que vous avez une énergie débordante, que vous êtes toujours très chaud partout, vous allez simplement prendre une brique, des briques comme on trouve dans le Nord, par exemple, hein, dans les maisons, des briques rouges ou des briques un peu moins colorées. Vous allez poser cette brique devant vous, vous allez poser vos deux mains sur la brique et vous allez demander simplement à l'univers qui vous décharge de votre trop-plein d'énergie. En fin de compte, cette brique va absorber ce trop-plein d'énergie et quand vous allez avoir fini cet exercice qui dure à peu près 3-4 minutes. Hein. Ça ne sert à rien de le faire pendant un quart d'heure, 20 minutes. Vous le faites à peu près 5 minutes, ça va. Vous allez poser cette brique, encore une fois, dans la terre, sur de la pelouse ou sur de la terre dans votre jardin ou dans un jardin ou dans un bois ou sur une plage. Et en fin de compte, ce trop-plein d'énergie va repartir directement dans la nature. Et vous allez pouvoir refaire cet exercice régulièrement, là aussi, à chaque fois que vous allez sentir que vous avez un trop-plein d'énergie. Et généralement, les gens qui ont un trop-plein d'énergie, c'est des gens qui ont beaucoup de mal à s'endormir, et c'est des gens qui ne trouvent pas le sommeil parce que ils sont un petit peu surexcités, si je puis dire, quoi. Donc voilà. Et avec cet exercice de cette pierre-là, vous allez pouvoir, avec la brique, rentrer tout ça en ordre. L'exercice de l'ancrage et l'exercice avec le pendule. Le pendule. Pour la brique, en fait, tu prends la brique, tu la mets au sol, Oui. tu mets ta main dessus, tu te décharges. Quelque Oui. part, tu ressens que tu es en train de t'alléger. Et quand Oui. tu penses que c'est bon, tu mets la pierre finalement voilà, sur le sable ou sur la Voilà, faut pelouse la et poser par elle-même va terre se à même la décharger. terre. Faut la Hmm, poser à même le sol. d'accord. Il faut vraiment qu'elle soit posée sur de la pelouse ou sur de la terre ou sur du sable ou voilà. Et en fin de compte, ce trop plein d'énergie, naturellement, puisque la nature est bien faite, hein, ça va partir dans le sol. Et après, on peut reprendre cette brique pour refaire cet exercice 8 jours après. Hmm. Merci, merci. Alors, il y a Elisabeth qui demande pourquoi une brique et pas un gros caillou? Parce que la brique, en fin de compte, c'est quelque chose de poreux et qui aspire l'énergie. Le caillou, c'est quelque chose qui ne va pas absorber du tout les énergies. Et la brique, on sait, par exemple, quand on l'utilise dans la construction, par exemple, on voit très bien qu'il faut mettre beaucoup d'eau ou souvent les tremper dans l'eau avant de les mettre. Ou, en fin de compte, c'est quelque chose qui est très poreux. Ouais. Il y a certains cristaux aussi qui peuvent se charger de ça ou pas? On Alors, il y utilise a ça. certains cristaux, alors le cristal de roche en particulier, Mhm, encore une fois, mais c'est pareil, il faut aussi le décharger après. mhm. Donc là, j'explique aussi dans le livre Le pouvoir magique des pierres et des cristaux, comment faire pour charger et décharger un cristal ou pour trouver une pierre qui va vous permettre de régler votre problématique par rapport soit à un trop plein d'énergie ou par rapport à un plan émotionnel perturbé. Ok, ok, eh ben merci, merci. Alors Sandrine qui nous demande combien de temps faut-il laisser la brique sur Terre avant de la reprendre Alors la brique, généralement, on la sur la laisse Terre? 1 heure. Une En heure? principe, on la laisse une petite heure. Mhm. Mais après, on peut la laisser plus longtemps. C'est pas très grave si elle reste un peu plus longtemps. L'important, qu'elle se décharge de ce trop-plein d'énergie et après qu'on puisse la réutiliser. Alors il y a Sal qui demande pourquoi on ne mettrait pas directement les mains sur la Terre pour se décharger. Alors, parce que c'est toujours pareil, on a besoin de passer par un support en particulier pour pouvoir aspirer ce trop-plein d'énergie, pour pouvoir après le donner à la Terre. Mais on passe pas directement par la Terre. Comme quand on se recharge sur les arbres. On pourrait dire aussi, mais pourquoi on se recharge pas directement sur la terre, alors qu'on entoure un arbre, on met les mains sur un Mhm. arbre et on prend l'énergie de l'arbre. Là, on prend pas l'énergie de la brique, on donne son énergie à la brique et après on la dépose.
En fin de compte, il faut un intermédiaire entre les deux et quelque chose qui permette d'aspirer cette énergie qui est trop puissante. Hmm. Donc, la brique, voilà. Brique rouge, comme disait Jean Didier, éventuellement dans le Nord, mais je vous connais, les gars, donc calmez-vous. Vous n'allez pas tous dans le Nord choper des briques, là. Commencez pas à casser les maisons là-bas. On n'est pas responsable, là. Tout de suite, on se décline de toute responsabilité, hein, Jean Didier, c'est pas nous. On a juste donné des conseils, maintenant, voilà. Et les briques, les amis, c'est pour se décharger, hein. On casse pas les briques, on n'est pas au Festival des Arts Martiaux non plus, hein. Bon, alors les amis, on va prendre rapidement quelques questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. On est avec le médium Jean Didier. Voilà, on a parlé de pas mal de choses ce soir sur le thème de la guérison. Il nous a parlé de diverses méthodes, techniques, des astuces, des conseils pour vous. Vous pouvez retrouver tout ça également dans ses livres qu'on va réafficher à l'écran. On va rappeler Le pouvoir magique des pierres et des cristaux aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Développer vos facultés de guérison aux éditions Bussière. Et le dernier livre, Magie au quotidien, 50 rituels pour booster votre bien-être. Donc voilà, vous retrouverez plein Toujours au de lotus et rituels. l'éléphant, voilà. Voilà, au lotus, voilà. Le lotus et l'éléphant, en effet. Non, mais c'est bien aussi de donner les éditeurs parce que, alors moi je trouve qu'ils font déjà un travail exceptionnel. Là, ces 3 livres, si tu veux, justement, ils ont une particularité tous les 3, c'est qu'ils sont tous illustrés avec des très très belles illustrations. Ils sont tous reliés avec des couvertures cartonnées. Ce qui se fait de moins en moins. Donc ça reste des livres qui sont de très belles factures, de très belle qualité. Et puis il y a sur certains de ce qu'on appelle du fer adoré, qui donne aussi ce côté un peu brillant, magique, etc. au livre et qui lui donne aussi une certaine classe, quoi. Donc voilà, ces 3 livres là sont des livres que j'affectionne non seulement parce que c'est les derniers, mais aussi parce que les éditeurs ont fait vraiment un très beau travail derrière et ça c'est bien en plus quand tu travailles avec des éditeurs qui te font confiance. Je confirme, de très beaux livres, très bien illustrés. Voilà. Vous avez les liens dans la description. Alors, une question de M. Fanny. Alors, Jean Didier, pourquoi tes conseils merci pour tes conseils pour soi-même, mais comment renvoyer les énergies négatives des personnes qui ont des mauvaises intentions? Alors là, c'est pareil, il y a des rituels dans le livre, Le pouvoir magique des pierres et des cristaux, où j'explique effectivement comment emprisonner les énergies négatives qui nous sont envoyées par des autres personnes ou des personnes, mais des fois, tu sais, c'est pas nécessairement des personnes qui sont malveillantes, ça peut être simplement des gens qui sont un peu saturés par différents problèmes de leur vie et qui sont enfermés dans ces problèmes. Et ces problématiques-là fait qu'ils dégagent des ondes négatives. Donc là, effectivement, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des rituels spécifiques pour pouvoir utiliser certaines pierres pour pouvoir se dégager de ce genre de choses. Hmm. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme toi, comme moi, très sensibles, hypersensibles. Je pense que ça peut intéresser. Comment toi, tu as fait pour quelque part gérer cette hyper sensibilité au fur et à mesure des années? Parce que je pense C'est que ça peut l'âge. intéresser. C'est C'est l'âge? l'âge, c'est l'âge et la sagesse. En Ouais. fin de compte, il n'y a pas de remède miracle par rapport à ça. On s'aperçoit qu'en vieillissant, on a une certaine sagesse qui s'installe et on a un fonctionnement qui diffère par rapport à la façon dont on fonctionnait, peut-être une certaine fougue quand on était plus jeune. Et au bout d'un certain moment, en fin de compte, on arrive à faire son propre travail sur soi par rapport à ça. Je pense, moi, que c'est la spiritualité et le cœur, encore une fois de plus, qui nous guident par rapport à ça et qui nous donnent les bons éléments au moment où il faut. Moi, je sais que
le travail sur la prière a été quelque chose qui m'a permis de trouver un équilibre sur cette hypersensibilité. Mais je dis pas que c'est ce qu'il faut pour tout le monde, parce que je pense que chacun doit trouver la chose qui lui correspond le mieux. Tu vois ce que je veux dire? Moi, dans tous mes livres, je conseille et je recommande des choses, mais je ne dis jamais aux gens, c'est ça qu'il vous faut et c'est pas autre chose. Et il faut pas faire autre chose que ce que je vous dis de faire. Parce que je pense qu'on n'a pas le droit de faire ce genre de choses et qu'on n'a pas le droit de dire ça. Et que il faut qu'on puisse piocher et aller chercher dans les différents chapitres de chaque livre ce qui nous correspond le mieux et ce qui va le plus nous parler. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Faites confiance à votre intuition, là où vous êtes guidé. Faites confiance à votre cœur. Ayez la foi. Et voilà. Alors, Catherine nous demande, ça va être la dernière question, est-ce que Jean Didier reçoit directement ou en ligne des patients? Voilà, je crois que tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure. En fin de compte, je suis à la retraite maintenant. Voilà. Et en fin de compte, je prends beaucoup de temps maintenant pour faire des web TV, pour faire des émissions de télévision, pour faire de la radio, pour faire la promotion de mes ouvrages et puis pour faire des conférences. Mais en fin de compte, moi, il faut savoir que j'ai consulté pendant plus de 35 ans. Et 35 ans de consultation, ça paraît pas, mais c'est vraiment beaucoup, beaucoup de temps. C'est beaucoup d'énergie. Je crois que le corps fatigue aussi. Et puis, il y a un moment où il faut savoir dire stop. Et puis, comme je te le disais aussi tout à l'heure, je pense qu'on est tous chacun dans un processus d'évolution. Et dans ce processus d'évolution, mon évolution à moi, elle était plus dans le fait de transmettre des connaissances qu'autre chose. Eh oui, tu aides encore plus de monde en transmettant ces connaissances. Exactement. Et puis en incarnant évidemment cet amour. Merci beaucoup Jean Didier. Je sais que voilà, il y a d'autres questions, mais c'est vrai qu'on pourrait continuer indéfiniment. Mais je pense qu'on arrive à la fin. Alors les amis, on va rappeler les livres de Jean Didier, même si on a déjà dit plusieurs fois. Hein. Vous les voyez affichés à l'écran, mais on vous les remet. Voilà, Le pouvoir magique des pierres et des cristaux aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Développer vos facultés de guérison aux éditions Bussière. La magie au quotidien aux éditions Le Lotus et l'éléphant. Vous avez les liens dans la description. Et puis les amis, pour ceux que ça intéresse de rester informés pour nos prochaines émissions sur Gaia Méditation, vous avez aussi un lien dans la description. Vous avez tous les liens dans la description. Voilà, vous vous inscrivez à la newsletter, vous serez informé des prochaines émissions. Vous avez aussi tous les liens des réseaux sociaux en bas, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram. Et puis, voilà, vous avez tous les liens qui s'affichent à l'écran. Et on a aussi, quoi d'autre ? Bah voilà, les réseaux sociaux, le site internet de Jean Didier, Instagram, Facebook. Il est aussi présent sur les réseaux Jean Didier. Et je pense qu'il pourra aussi répondre à certaines de vos questions si vous en avez. Oui. Alors, si vous allez sur mon site, jean-didier.com, vous allez trouver mon adresse mail. Et si vous avez des questions spécifiques par rapport à des choses qui vous ont interpellé sur cette émission ou par rapport à des questions concernant les livres, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse mail qui apparaîtra sur le site et je me ferai un plaisir de vous répondre. Et voilà les amis, merci à vous toutes et tous. Et puis je vous souhaite tous le bonheur et puis peut-être des millions sur votre compte en banque grâce à Jean Didier. Et on partage, comme on a dit, on se fait une petite cagnotte tous ensemble. Exactement. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous ce soir pour cette superbe émission avec Jean Didier. Merci à toi Jean Didier d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir pu partager tes connaissances dans cette bonne humeur, dans cette bienveillance, dans cette clarté. Merci Jean Didier. En tout cas, merci à toi Stéphane. Merci à ta chaîne de m'avoir donné l'occasion de me présenter, de présenter des livres et puis de partager en tout cas ce moment qui a été fort agréable. Merci à toutes et à tous. Je vous souhaite
une bonne nuit pour ceux qui regardent en direct depuis la France. Et puis sinon, à une prochaine pour les autres aussi. Enfin, une prochaine pour tout le monde. Allez, à bientôt tout le monde. Au revoir. Bye bye.